Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. La région Île-de-France a voté en mars un plan anti-bouchon de 250 millions d'euros. 50 millions sont destinés au Val d'Oise qui prévoit la réalisation de 6 projets. Nous faisons le point dans un instant. Data City, c'est la nouvelle exposition du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, une expo collective avec pour point de départ la question de la ville. Visite guidée en fin de journal. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, veut s'attaquer aux embouteillages franciliens. Un plan anti-bouchon de 250 millions d'euros a été voté en mars dernier. Il prévoit d'aider les collectivités à financer des travaux en vue de faire disparaître les principaux points noirs routiers. 50 millions d'euros ont été accordés au Val d'Oise pour la réalisation de 6 opérations. Toutes les explications avec Angélique Boilet. C'est l'un des points noirs routiers du département. Attendu depuis longtemps, le réaménagement de la section est de l'avenue du Parisis, l'ancien BIP, entre Groslay et Bonneuil en France, va bénéficier d'une subvention de 40 millions d'euros de la région dans le cadre de son plan anti-bouchon. Voté en mars dernier, ce plan prévoit notamment une enveloppe de 250 millions d'euros pour améliorer la circulation. 50 ont été attribués au département. C'est une satisfaction. La région a voté un plan de 250 millions au total, 200 millions justement pour traiter les bouchons et on a 50 millions dans le Val d'Oise. Donc oui, c'est une satisfaction. Un quart de l'enveloppe uniquement pour le département du Val d'Oise, c'est un beau rattrapage de ce qui se passait avant. C'est une belle négociation qui se termine bien. Maintenant, il faut rentrer dans le concret avec les travaux. 5 autres projets attendus depuis longtemps vont bénéficier des 10 millions d'euros de subventions restants et donc d'un coup d'accélérateur. Le réaménagement de la patte d'Oie d'Herblay, où pas moins de 18 000 véhicules traversent chaque jour la RD 14. Autre opération concernée, la desserte de la plateforme multimodale de Bruyères-sur-Oise, la desserte du site Airbus Hélicoptère depuis la RD 84A et un projet sur les rails depuis la fin des années 70, la déviation de la RD 14 à hauteur de la Chapelle-en-Vexin. Dernier chantier, la création d'une bretelle d'accès à l'A15 à Sannois, pour faciliter le trafic des camions de la carrière de gypse placo-plâtre de Cormeilles en Parisis. Un coup de pouce salué par l'opposition socialiste ce vendredi en séance plénière. On prend acte de cet effort important. 50 millions sur un budget total de 128 millions, ce n'est pas rien. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège de ce que j'appellerais le tout-voiture. Un plan complet anti-bouchon doit prendre tous les points du problème, à savoir le développement des transports en commun. Et ça, c'est quelque chose d'incontournable, surtout dans ce besoin justifié de développement durable, de développement responsable. Les 6 chantiers devraient démarrer avant 2020. En bref, une suspicion d'intoxication alimentaire dans une école élémentaire de Cormeilles en Parisis. Les élèves concernés ont été pris de maux de ventre, de diarrhée ou de vomissements. Au total, 25 enfants présentant des symptômes ont été, à titre de précaution, transférés pour consultation pédiatrique en centre hospitalier. Je vous propose d'écouter à ce sujet Yannick Boedec, c'est le maire de Cormeilles en Parisis. Il est au micro d'Angélique Boilet. Le soupçon, c'est une intoxication alimentaire du repas, mais en fait, on ne sait pas, ça peut être autre chose. Actuellement, l'ARS et la DDPP, justement, sont en train d'analyser les repas témoins, parce que vous savez qu'il y a un repas témoin à chaque fois. On livre 2300 repas, donc 2300 enfants ont mangé la même chose. Au final, 26 enfants ont été mis en observation, donc il faut qu'on comprenne si c'est vraiment, ça vient du repas, ou si ça peut venir de l'eau. Par exemple, on a lancé un contrôle de l'eau aussi, est-ce que c'est pas quelque chose qui est dans l'air? Enfin, tout est en étude. Et voilà. On aura des réponses dans les prochains jours? A priori, début de semaine prochaine. En politique maintenant, Sébastien Meurant, le maire Les Républicains de Saint-Leu-la-Forêt, a décidé de renoncer à se présenter aux législatives. Il contestait l'investiture de Claude Baudin et espérait que le parti revienne sur sa décision après la présidentielle. Il n'en a rien été et Sébastien Meurant a préféré jeter l'éponge et renoncer à se présenter en dissident. Je vous propose de l'écouter, il est toujours au micro d'Angélique Boilet. 2 candidats, c'est impossible d'arriver dans la conjoncture actuelle à un résultat satisfaisant. Donc je préfère ne pas ajouter de la confusion, de la division à un combat qui sera déjà extrêmement difficile. Il n'y avait pas photo entre, je dirais, ma candidature, c'est une candidature d'un élu qui a gagné la seule ville en 2008, qui était depuis 31 années à gauche, qui a gagné en 2015 au départemental l'élu le mieux élu en nombre de voix du Val d'Oise, qui était soutenu par les 2 maires sénateurs d'Hermont et de Franconville. Et malgré cela, on a préféré un élu qui a été 5 fois candidat sur son nom et qui a perdu 4 fois.
Allez, une exposition collective et créative au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Data City propose différentes visions de la ville de demain en utilisant tous les supports des arts numériques. C'est à voir jusqu'au 13 juillet. Je vous propose une visite guidée en avant-première avec Massicilia Aboudou et Justine Lopez. Des œuvres aux allures futuristes, c'est l'objet de l'exposition Data City. 9 artistes des 4 coins du monde sont venus partager leur vision de la nature et de la ville de demain. Cette exposition s'intitule Data City et met en scène des propositions de 9 pays qui collaborent tous ensemble autour des imaginaires urbains. Ces 9 pays appartiennent à un programme mis en place par l'UNESCO autour des questions liées aux arts numériques sur un territoire. Cette exposition haute en couleurs interpelle et suscite la curiosité, notamment grâce à son interactivité avec les visiteurs. Tout bouge, tout clignote, tout est interactif. Il y a de la vidéo, il y a du bruit, il y a des superpositions de sons. Et évidemment, il y a cette espèce de curiosité immédiatement éveillée, immédiatement sollicitée. Animation vidéo, effets graphiques en 3 dimensions et réalité augmentée font partie de la galerie. Data City cherche avant tout à montrer une vision multiple de la ville. On est vraiment avec des dispositifs différents et qui sont tous réunis en nous parlant d'un côté de l'ADN d'une ville, ce qui la constitue de façon intrinsèque, et puis de l'autre côté, finalement, comment à partir de cet ADN, on construit la ville de demain. Donc forcément, cette construction, elle sera forcément différente en fonction de son passif. Ces arts numériques sont à découvrir jusqu'au 13 juillet à Enghien. Du 30 juin au 2 juillet, l'exposition sera également mise à l'honneur lors de la 11e réunion du réseau des villes créatives de l'UNESCO. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La région Île-de-France a voté en mars un plan anti-bouchon de 250 millions d'euros. 50 millions sont destinés au Val d'Oise qui prévoit la réalisation de 6 projets. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À bientôt. Avec ses jardins à l'italienne, le château d'Ambleville distille un doux parfum d'Italie au cœur du Vexin français. Ancienne forteresse médiévale, il est transformé en château de style Renaissance au XVIe siècle par la famille de Mornay. Louis, le plus connu de la famille, fut surtout célèbre pour ses conquêtes amoureuses. Il sera l'amant de Madame Scarron, la future Madame de Maintenon, la dernière épouse du roi Soleil. Nommée marquise, elle séjournera à Ambleville avec les enfants illégitimes du roi. 2 siècles plus tard, c'est une autre marquise, celle de Villefranche, qui rachète le château. Inspirée par une villa de Florence, elle redessine les jardins pour en faire de magnifiques terrasses à l'italienne. C'est un jardin typiquement italien. Le jardin italien est un jardin qui est structuré, qui est formel. Vous devez, au fur et à mesure où vous vous promenez, vous devez découvrir des choses. Vous avez des marches, vous avez une surprise à chaque chose. Et c'est un jardin donc, qui est vert, il y a très peu de fleurs. Et le tout, donc, ce sont des taupières, des choses qui sont taillées pour leur donner des formes et des pièces d'eau. L'eau, évidemment, qui est tout à fait nécessaire dans les jardins. Les décorations intérieures du château sont elles aussi remarquables. Tapisserie, plafond peint, salon en cuir et aussi quelques meubles somptueux en ébène. C'est un meuble donc, qui est d'une inspiration italienne au départ. Et quand vous arriviez dans un palais italien, la façade est très austère, et quand vous rentrez à l'intérieur, toute la richesse se montre. Eh bien, le cabinet, s'il est fermé, c'est très austère, et dès que vous l'ouvrez, vous avez tout un côté somptueux qui plaît. C'est du palissandre, vous avez du bois de rose, de l'ébène en noir, en blanc, c'est de l'ivoire, vert, c'est de l'ivoire qui est teinté en vert, et le noir, donc, évidemment, c'est de l'ébène. Propriété privée, le château d'Ambleville appartient à la famille Couteau-Bégary depuis 2003. Si l'achat d'un château nécessite d'abord un gros investissement financier, c'est avant tout une histoire de passion. Car l'entretien d'un tel domaine n'est pas un long fleuve tranquille. Un château comme ça, donc, c'est 2300 mètres carrés. Et vous avez, donc, on va dire, d'une façon très très lucide,
c'est des emmerdements en permanence. Et je ne plaisante pas. Depuis 10 ans, nous ne faisons que des travaux. Que ça, que ça, que ça. C'est un bonheur de tous les instants, comme on disait tout à l'heure, des embêtements en permanence. Mais voilà, mais quand on aime, on ne compte pas. Olivier Couteau-Bégari est un homme passionné et passionnant. Il assure aussi les visites. Alors n'hésitez pas à venir l'écouter parler de son château. Cette visite vous offrira un pur moment de détente aux accents de Toscane et d'Italie. Ces moutons sont les gardiens d'un endroit peu connu du public, le site gallo-romain des Vaux de la Selle. Nous sommes à Genainville, dans le Val d'Oise. Ces vestiges datent du 2e et du 3e siècle de notre ère. C'est le plus important site archéologique du département. Depuis 1941, il est classé monument historique et appartient à l'État. Le site de Genainville, donc actuellement c'est 5 hectares, avec un temple entouré de bassins et entouré d'un grand périvole, un théâtre, un demi-amphithéâtre, des bâtiments secondaires et des villas. On est à la fin du second siècle et dans les 2 premiers tiers du 3e siècle, c'est la période la plus monumentale ici, mais aussi dans une grande partie de l'Empire romain. Du site original, il ne reste que des traces. À quoi pouvait ressembler Genainville à l'époque de sa splendeur? À peu près à ça. Un vaste théâtre pouvant accueillir près de 4000 personnes et un sanctuaire monumental dédié à 2 divinités, Mercure et Rose Merta. À côté du temple, des bassins antiques encore visibles aujourd'hui. L'eau derrière nous, c'est d'abord la nappe phréatique, donc quelque chose de naturel, mais également quelque chose de sacré. La preuve du sacré, c'est qu'on a un nymphée, c'est-à-dire un endroit qui accueille une nymphe, une divinité, et cette eau-là est forcément sacrée puisque c'est la demeure de la nymphe. À côté de cette eau sacrée, on a une eau profane, c'est-à-dire une eau dans laquelle les pratiquants vont pouvoir venir se plonger pour être guéris, pour être purifiés, etc. Et c'est dans le grand bassin que ça se passe. On sépare en général les deux. Plus de 4000 objets ont été mis à jour sur le site. Les plus belles pièces sont exposées au musée départemental de Guiry. On y retrouve des sculptures, des poteries, des objets du quotidien et même certaines des statues qui ornaient les bassins. Ici, il s'agit d'une nymphe qui, probablement, d'après l'archéologue chargé des opérations Didier Vermersch, devait être située au-dessus du bassin principal, donc au-dessus du nymphée, dans une sorte d'alcôve sous voûte. Ici, derrière moi, il s'agit d'un ensemble de déesses qui étaient à côté d'un second bassin, avec probablement une représentation de Rose Merta, qui est l'un des 2 dieux priés dans le temple juste à côté. Abandonné pour des raisons économiques et climatiques, le site de Genainville va tomber dans l'oubli et être démonté. Dès l'époque mérovingienne, on utilise les plus grosses pierres pour faire des sarcophages, les plus petites pour construire des maisons. Aujourd'hui, le site est protégé et fermé au grand public. Il n'est accessible qu'à certaines dates et lors des journées du patrimoine.